l'augmentation des prix. Sylvain Castonguay dit « On coupe du côté des dépenses récurrentes mensuelles telles que la télé, Internet et les services de musique. » Tels que la télé, Internet et les services de musique. Et il n'y a presque plus de dépenses de restaurant. Et quand on y va, plus de boissons. On analyse tout le monde. C'est quelques bouts des bribes de texte qui servent vraiment à mettre. C'est le nouveau directeur musical de l'OSQ. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Si ça ne marche pas, je vais aller l'écouter. Si ça ne marche pas, je vais aller l'écouter. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je viens de recevoir un message comme quoi le lien ne fonctionne pas de Mme Claudia Bergeron. Mais là, je vois qu'on a une participante qui s'appelle Claudia. Est-ce que c'est la même personne? Parce que si c'est la même personne, ça veut dire que le lien fonctionne. Oui, c'est moi, je m'excuse. Allô? Bonjour, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous êtes Mme Claudia Bergeron? Oui, vous m'entendez? Oui, moi-même. Parfait. C'est Donc, Claudia Bergeron. M'entendez-vous? je suis contente que ça fonctionne. J'ai réglé le problème, j'ai fini par le trouver. Parfait. Je vais aller chercher mes haut-parleurs. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de les installer. Je reviens dans 30 secondes. Moi, c'est la fin sur le terrain des salles. Donc, on va laisser le temps. Des fois, ça prend du temps un peu avant que les gens se connectent. Donc, on va laisser quelques minutes. Je vais enlever mon micro. Dans une 19h30. Alors, malgré la chaleur, malgré l'arrêt en raison de l'indice chaleur, un mélange évidemment de chaleur, d'humidité. C'est qui joue là? Des joueurs qui suivaient sur les trois terrains. À un moment donné, le temps, quand vous Et hier, il y avait deux fermés, c'était 40, les matchs n'ont pas été complètes. Il faudra qu'on mette les matchs hier. Oui, c'est ça. C'est humide en bout du compte, et au lieu d'être plus vêtement, le jeu devenait plus lent. Exactement, voilà. Et on a eu le droit hier en ouverture de programme avec du beau temps. OK, mon micro est ouvert. Mes haut-parleurs sont là. Bonsoir à tous. Merci d'être là. On va attendre jusqu'à E5 pour laisser le temps aux gens de se connecter.
Merci d'être là. C'est de filer en force. Je vais tester mon partage d'écran. OK, on dirait que ça fonctionne. Bonsoir à tout le monde, on va commencer. Merci d'être là ce soir pour cette conférence un peu spéciale. C'est une conférence d'histoire engagée. Donc, c'est un contenu historique, académique, si on veut, mais qui s'inscrit dans un contexte politique, social, qui est celui de l'agroparc qui va être mis en place bientôt sur les terres des Sorts de la Charité. Est-ce que les gens ici sont au courant de ce qui se passe du côté de l'agroparc? Est-ce que si vous êtes au courant, voulez-vous lever la main? Donc, si vous appuyez sur le petit bonhomme en bas de la face sourire en bas de votre écran, puis vous faites l'option lever la main. Donc, il y a Madame propriétaire qui ne semble pas capable de lever la main virtuellement. Ça fonctionne aussi dans l'écran comme ça. Là, je vous vois tout le monde en ce moment. Fait que c'est bon. Fait que est-ce que je comprends que les gens ne sont pas au courant de l'agroparc ou est-ce que les gens ne sont pas au courant de comment lever la main? Est-ce que vous êtes capable d'ouvrir votre micro pour me dire si vous êtes au courant? Vous aimez mieux pas interagir, vous aimez mieux rester faire votre vaisselle pendant que vous m'écoutez. Puis, Moi, je ne suis pas au courant du parc. Là. Vous n'êtes pas au courant. Bon, ben c'est bon, on va commencer par ça. Juste pour mettre en contexte. C'est un bon commencement. Oui, ben c'est un petit peu la fin de l'histoire, dans le fond. C'est que les terres des Sœurs de la Charité, qui sont des terres agricoles à Beauport, des grandes terres de 200 hectares, donc c'est très grand pour des terres qui sont situées en ville. Ces terres-là ont été vendues au gouvernement du Québec au mois d'octobre. Donc, officiellement, l'acte de vente, en fait, c'est fin septembre, l'acte de vente a été signé. Puis les terres appartiennent maintenant au gouvernement du Québec. Puis ces terres-là sont cultivées depuis plus de 200 ans. Puis les citoyens se sont mobilisés pendant plusieurs années pour qu'elles continuent d'être cultivées, qu'elles continuent à être des terres agricoles. Donc, il y avait un projet de résidentiel d'un promoteur immobilier qui était prévu. Puis, avec la mobilisation qu'il y a eu, puis l'opposition du gouvernement provincial, finalement, ce projet-là est tombé à l'eau. Puis, finalement, les terres ont été vendues au gouvernement. Puis là, le gouvernement, ce qu'il veut faire avec ça, c'est qu'il veut faire un agroparc. Donc, c'est quoi un agroparc? C'est pas très clair, mais c'est quelque chose d'agricole. Donc, c'est un projet agricole qui sert pour les citoyens. Donc, un genre de parc qui sert
pour les citoyens à différentes fonctions. Donc, c'est ça. Donc, c'est quoi le rapport avec parler de l'histoire des terres des Sœurs de la Charité? C'est que, moi, je suis historienne, premièrement, de formation. Donc, j'ai pas déposé ma thèse, mais j'ai fait 8 ans de doctorat, plus une maîtrise en histoire, sur l'histoire de l'alimentation, plus particulièrement, l'histoire de la Nouvelle-France, puis l'histoire du système économique, puis des systèmes alimentaires. Donc, c'est une raison pourquoi parler d'histoire, parce que je peux en parler, mais aussi, c'est que c'est important de partir de ce qui est déjà là pour, après ça, imaginer l'agroparc, puis le projet qui va être mis en place sur les terres, dans le fond, pour que ça perpétue l'héritage du passé. Puis l'héritage des Sœurs de la Charité. Parce que dans le fond, les Sœurs de la Charité, ils ont tenu vivant pendant toutes ces années-là un héritage social. Fait que c'est ça qu'on va parler beaucoup ce soir. Donc, il y a l'héritage agricole, puis il y a l'héritage social des Sœurs de la Charité. Qu'on espère que moi, je suis chargée de projet pour les Amis de la Terre. Et puis, on espère que cet héritage-là va être perpétué avec l'agroparc, puis que ça va continuer à servir pour la communauté et puis à nourrir la communauté, puis aussi à différentes fonctions sociales. Fait que c'était ça pour ma petite introduction. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des attentes particulières avec cette conférence-là? Je demande toujours ça au début des activités que j'anime. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des attentes particulières? Puis après, j'essaye de répondre aux attentes des gens. En deux forfaits personnalisés. Vous pouvez donc tout réserver. Je viens ici avec l'esprit ouvert. C'est bon. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que ça fonctionne bien pour tout le monde? On dirait que je ne vois pas la discussion. Est-ce qu'il y a des commentaires écrits? Ça va bien pour Claudia. Pour Dominique aussi. C'est bon. Je ne vois pas les commentaires écrits, fait que je m'excuse. Levez la main si vous voulez dire quelque chose. Je vais finir par bien maîtriser l'animation Zoom. C'est pas encore tout à fait là. Donc, partagez l'écran. Alors, les terres des Sœurs de la Charité, une histoire tournée vers l'avenir. C'est une conférence, en fait, qui est un peu la suite d'une brochure que j'ai faite pour les Amis de la Terre. Donc, c'est une brochure du même nom qui parle de l'histoire des terres des Sœurs de la Charité dans le contexte de l'agroparc. Puis, ça présente aussi les 5 critères pour un projet viable sur les terres des Sœurs de la Charité. Donc, les 5 critères là, qui sont un projet qui favorise la biodiversité, un projet qui vise l'inclusion sociale, un projet par et pour la communauté, un projet démocratique et puis un projet avec une vision éducative. Donc, ça, c'est les 5 critères. Puis, on va retrouver, dans le fond, tout au long de la conférence, on va retrouver ces 5 critères-là qui sont appliqués sur le terrain, dans la ferme SMA. Puis aussi, on va avoir une intervention de quelqu'un du jardin collectif La Tomate Joyeuse, qui est un autre projet qui a appliqué les 5 critères pour un projet viable. Ce qu'on va voir aussi pendant la conférence, c'est que ces 5 critères-là sont présents au début du projet. Dans le fond, sont à la base du projet de la ferme SMA, mais sont de plus en plus oubliés à travers l'histoire de la ferme. Et puis, c'est ça qui va mener finalement à la fin des activités de la ferme en 2008.
Donc, cette triste événement qui a été la fin des activités de la ferme Saint-Michel-Archange. En passant, c'est une compagnie là, maintenant qui cultive sur les terres du soya. Donc, c'est et d'autres céréales. C'est une compagnie de Plessisville. Je voudrais remercier Manon Bouliane, qui est anthropologue. C'est sur ses travaux qui est basée ma conférence. Donc, je n'ai pas fait de recherche en archives comme telle. J'ai utilisé les travaux de Manon Bouliane, sauf pour les photos que j'ai trouvées sur le site Internet là, de la Bibliothèque et Archives nationales Canada. Donc, ça provient du Fonds des Sœurs de la Charité qui ont rendu disponible leurs photos. Et puis, il y a aussi des groupes Facebook qui sont très utiles, qui partagent toutes sortes de photos. Donc, je les remercie. Ils sont nommés là, ici. On recommence l'histoire. Donc, l'histoire commence avec la prise en charge de l'hôpital Saint-Michel-Archange par les Sœurs de la Charité de Québec en 1893. Donc, ils signent un accord avec le gouvernement pour s'occuper des 956 patients qui sont internés à l'hôpital à ce moment-là. Ça, c'est en 1873, donc c'est avant, mais c'est l'aspect de l'hôpital, dans le fond, quand il est pris en charge par les sœurs. Donc, c'est pas le même hôpital qui est là actuellement parce qu'on va le voir plus tard, il y a eu un incendie. Donc, les sœurs, quand ils arrivent dans l'hôpital, leur première préoccupation, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients. Donc, ils vont faire des travaux pour améliorer, pour que l'air soit plus salubre. Donc, il y a une ventilation, que ça soit approvisionné en eau potable. Ils vont aussi améliorer là, la productivité, la logistique de l'agriculture, par exemple, en construisant des nouveaux bâtiments et puis en faisant l'irrigation. Donc, Manon Bouliane nous rappelle que les Sœurs de la Charité, là, je m'excuse avec les abréviations, des fois j'essaie de les enlever, mais des fois ça reste de mes notes. Faut-il rappeler que les Sœurs de la Charité de Québec ont été pionnières dans le traitement comportemental de la maladie mentale et, comme on le dirait aujourd'hui, dans l'approvisionnement institutionnel local en produits frais et de proximité, à partir d'une ferme urbaine diversifiée et tournée vers la collectivité. Donc ça, c'est des mots qu'on pourrait penser qui sont modernes, qui parlent d'un projet des années 2020, mais non, on parle des années 1900, au début du siècle, en fait à la fin du 19e siècle. On va voir plus en détail pourquoi. Quand les sœurs arrivent aussi, donc, ils ont une volonté d'être autonomes. Donc, ils veulent être autonomes autant au niveau civil que religieux. Donc, ils vont créer une municipalité, comme ça a été fait par d'autres religieuses à Québec. Donc, c'est ça, c'est juste pour montrer l'aspect de Beauport. Donc, le Beauport à l'époque, puis le Beauport de nos jours, juste pour donner une idée un peu qu'à l'époque, c'était vraiment un territoire agricole. Mais là, on n'est pas à Beauport, on est à Saint-Michel-Archange parce que ça devient une municipalité autonome en 1897. Et puis, l'établissement devient tout de suite un synonyme de formation universitaire. Et puis, il va y avoir des laïcs qui vont s'intégrer pour s'occuper des malades dans l'hôpital. Puis, dans le fond, cette municipalité-là est vraiment une petite ville là, avec un aqueduc, des égouts, un service d'incendie, de police, voies ferrées, boucherie, boulangerie, potager, tunnel, poste radiophonique. Donc, à partir de 1937, le poste radiophonique. Oui, donc ça, c'est juste pour dire que ça a été fait aussi là, à Notre-Dame-des-Anges par les Augustines. Donc, c'était quelque chose qui était c'était une pratique que les sœurs avaient pour gagner en autonomie. Ça, c'est une photo en 1936, donc c'est plus tard, mais on peut penser que ça ressemble un peu là, au début du siècle. Donc, avec l'hôpital
Et puis, les bâtiments là, plus loin, les pavillons de l'hôpital. Donc, c'est vraiment un complexe hospitalier imposant. On voit aussi les jardins en avant qui ont été aménagés par les sœurs, comme on va voir. On voit ici les employés, donc il manque un L, du service de poste. Et puis, la sermentation du chef de police, c'est en 1963, mais tu sais, c'est spécial de voir une sœur qui sermente un chef de police. Donc, l'hôpital, comme vous avez vu, est situé sur des terres agricoles. Donc, les sœurs, dans le fond, prennent possession des terres en même temps que l'hôpital, et puis ils vont l'utiliser, vont décider de l'utiliser comme une ferme pour des revenus. Dans le fond, c'est autant pour nourrir les gens de l'hôpital que pour faire des revenus, pour financer leur mission. Parce que, dans le fond, les sœurs reçoivent des subventions du gouvernement, mais ces subventions-là sont insuffisantes pour payer leurs frais, pour payer ça leur a coûté cher, tous les travaux qu'ils ont faits. Donc, ils ont besoin d'argent. Donc, la ferme, ça va être ça l'idée. Donc, il y a deux buts à la ferme. Il y a le fait d'être autosuffisant puis de nourrir la population. Puis ça comprend une idée de nourrir la population avec des aliments diversifiés. Parce que, croyez-le ou non, à l'époque, on pensait que la santé des gens reposait sur des aliments diversifiés. Donc, il y avait cette idée-là. Puis d'un autre côté, il y avait l'idée de faire de l'argent pour compenser le manque d'argent public pour être capable d'être rentable. Donc, il y a deux buts qui sont contradictoires, en fait. Parce qu'il y en a un but qui est de nourrir la communauté, puis l'autre qui est vraiment de s'insérer dans un système capitaliste dont le but n'est pas de nourrir la communauté, mais de faire des profits. Donc, c'est deux forces qui vont se retrouver tout au long de l'histoire, puis qui vont s'affronter, si on veut, tout au long de l'histoire des terres. Ici, on voit bien là, le plan. Donc, on voit l'hôpital plus à droite avec les ruisseaux, puis les routes. Puis plus à gauche, on voit le fleuve. Donc, on voit que c'est connecté au fleuve par un réseau là, de canaux qui ont été creusés pour irriguer les terres, notamment pour les approvisionner en eau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions jusqu'à date? Avant qu'on passe à la prochaine section. Ou des commentaires? Oui, Madame Roy. Petite question, curiosité par rapport à ce que vous venez de dire pour l'irrigation, considérant que la gravité fait que on est quand même dans une pente. Je me demande comment ils faisaient pour irriguer du fleuve vers les terres alors que c'est dans une pente ascendante. Une bonne question à laquelle je peux malheureusement pas répondre. J'ai pas assez grande connaissance technique. Donc, je ne sais pas exactement à quoi servait ce canal-là. C'est possible qu'avec la marée qui monte, qui descend, que ça aille jusque dans les terres, mais je ne suis pas sûre. Parce que moi, je suis une spécialiste à Louisiane, puis en Louisiane, c'est ça qui se passe. Donc, le fleuve monte, puis là, ça va dans les canaux, ça s'en va. Peut-être que le canal est creusé d'une façon à ce que ça aille être dans la pente inverse pour amener l'eau. C'est des hypothèses que je fais. Pas de problème, vous venez de piquer ma curiosité, par contre. Oui, c'est ça, c'est le fun de se demander comment. En fait, c'est clair que c'est des gros travaux là, qui ont été faits pour contrôler l'eau, comme c'était souvent fait par les communautés religieuses. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Merci, Madame Roy, pour votre question. Donc, la mission sociale de la ferme,
Ça va être la prochaine section. Donc, le but des Sœurs de la Charité, c'était d'humaniser les personnes pour favoriser leur réhabilitation et leur intégration dans la société. Donc, pour ce faire, elles vont avoir recours à différentes façons. Donc, elles vont vraiment faire attention à utiliser les techniques médicales les plus avancées. Peut-être pas toujours avec les meilleurs résultats parce que, bon, la médecine n'a pas toujours été dans les bons. Je veux dire, il y a eu des mauvais traitements qui ont été faits certainement là, à cause de l'adhérence à ces traitements-là qui étaient à travers la province, là, comme les électrochocs. Mais là, on parle de plus tard. Bon, bref, elle aménage des jardins puis des parcs autour des édifices. Il y a les parents, amis, bénévoles qui viennent apporter le soutien, le réconfort aux malades. Puis, c'est dans l'esprit là, de Philippe Pinel en France. Puis, elle veut changer la façon dont les gens voient les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Donc, c'est souvent des gens qui sont rejetés par leur famille, qui sont considérés comme trop divergents pour être intégrés. Donc, elles veulent mettre fin à cette idée-là. Puis aussi, elles mettent fin à des traitements là, qui sont inhumains, comme étaient pratiqués avant leur arrivée. Comme le montre cette citation-là. Considérer l'ensemble de la maison, entendre les gardiennes nous dicter les règlements à suivre, donc les gardiennes qui étaient là avant, respirer l'air nauséabond qui nous environnait, c'était plus que décourageant. Mais que ne peut la charité? Donc là, c'est leur esprit religieux. Excusez-moi, là. Je vais prendre un petit peu d'eau. Notre premier soin fut de diminuer le plus possible les contraintes, alors en usage, bracelets, ceintures, manchons et gilets de force. Cet état de liberté alla toujours croissant et nos malades en devenaient de jour en jour plus traitables. En plus de liberté, ça faisait que les patients étaient plus faciles à gérer. L'aménagement a été une préoccupation des sœurs. Donc, on a fait des jardins comme celui-là. Donc, on pouvait voir des fenêtres de l'hôpital. Donc, pour que les patients puissent voir des belles choses, qu'il y avait un petit étang. On peut voir des patients qui vont faire des tours de bateau. Ici, quelques hommes, là, des patients qui sont devant les jardins. Au loin, c'est le fleuve. Alors, on faisait faire des activités aux patients aussi. Pardon, c'est ça. Donc, la musique ici. Il y avait toutes sortes d'activités. Et puis, le travail à la ferme était considéré comme une façon de réintégrer les gens et puis de contribuer à leur guérison. Donc, on pensait que de collaborer avec les autres, faire les tâches agricoles, ça allait favoriser la guérison des patients. Donc, on leur faisait faire des tâches comme le sarclage, les semis, le déneigement, le nettoyage, la récolte des fruits et légumes. Et il semble particulièrement apprécier le travail à l'étable. Oui, Monique? Oui, il y a une dame, on entend sa radio, elle devrait fermer son micro. C'est vrai. Merci. Je peux le désactiver, je pense. Ça va être mieux comme ça. Donc, j'ai fermé le micro. Ça, c'est la serre. Donc, c'est un des lieux là, où les patients collaboraient ensemble. On peut les voir ici. J'aime cette photo, donc je m'arrête un peu. Mais bon, vous l'avez vu, c'était pour
C'est elle que j'avais utilisée dans la promotion. On fait que ici, 2 menuisiers qui travaillent ensemble. Ça, c'est une citation qui parle des patients qui aimaient particulièrement côtoyer les animaux. Il y en avait 2, 3 qui étaient tellement à leur ouvrage, même s'ils n'étaient plus capables, il y avait des employés de l'hôpital qui venaient les conduire, les attendre et les ramener à l'hôpital. Venir voir les animaux, ça faisait partie de leur vie. Parce que beaucoup, c'était des gens de la campagne qui étaient hospitalisés. C'était plus un institut humanitaire. C'était pas pour faire de l'argent. Sûrement, c'était pas pour faire de l'argent. Donc ça, c'est une membre de la congrégation qui est citée par Mme Bouliane, qui témoigne de la mission sociale de la ferme. Il y avait aussi une mission éducative. Donc, à cette époque-là, les religieuses, évidemment, on le sait, enseignent. Donc, il y a 3 sortes de congrégations religieuses. Il y a les enseignantes, il y a les hospitalières, puis il y a celles les filles de la charité. Mais en Amérique, plus qu'en Europe, les rôles se mélangent. Donc, les sœurs font souvent les 3 en même temps. Donc, en Amérique particulièrement, les sœurs, les congrégations de femmes sont très importantes là, dans l'enseignement des filles, pour les filles. Donc, notamment, elles vont, à partir dès 1830, enseigner les sciences. Et puis, elles sont excellentes dans ce domaine-là, dans ces domaines, parce qu'elles enseignent de nombreuses sciences, y compris la science des mollusques. Et puis, oui, c'est ça. Elles veulent rattraper leur retard par rapport aux protestants qui eux, sont avancés dans l'éducation pour les filles. C'est les filles de milieu aisé. Là, on ne parle pas des patientes dans l'hôpital. On parle de filles de milieu aisé. Mais là, ce n'est pas les sœurs de la charité. Mais c'est juste pour dire que les sœurs, en général, sont les congrégations de femmes en Amérique sont très avancées dans l'enseignement, dans les sciences. Ici, on voit les premières diplômées dans un programme universitaire. C'est en Nouvelle-Écosse. C'est les premières diplômées, dans le fond, dans une institution catholique. C'est en 1897, donc à la même époque que les Sœurs de la Charité prennent l'hôpital. Donc, en plus de la mission sociale, la mission éducative, il y a aussi la mission nourricière de la ferme. Donc, la ferme va servir à approvisionner la communauté. Donc, la communauté, on a vu, était presque 1000 personnes en 1893. Ça va monter jusqu'à 5-6 000 dans les années au milieu là, du 20e siècle. Et puis, ces gens-là vont être nourris avec une agriculture diversifiée. Donc, on a vu que c'était une préoccupation là, pour les sœurs à l'époque. Donc, c'était dans leur vision de santé globale, si on veut, de dire une alimentation, c'est à la base, d'avoir une alimentation diversifiée, c'est à la base de la santé. Donc, même si on parle de santé mentale, c'est important de s'assurer que les patients mangent bien. Donc, on fait pousser du maïs, de l'orge, du foin, du seigle. On fait pousser des légumes pour tout le monde. Donc, autant les employés, les patients, les sœurs. Donc, il y a beaucoup d'employés. Puis, toutes sortes dès le début, donc, dès la première année, on a de l'avoine, du maïs, des patates, des carottes, des citrouilles, des navets, des choux, des betteraves et des panais. Je pensais que je pense que j'ai oublié un petit bout, mais dans le fond, dès 5 ans plus tard, il va y avoir 28 variétés de légumes, de légumes et de grains et de légumineuses qui sont poussées sur la ferme. Donc, on augmente beaucoup la diversité rapidement. Puis aussi, il y a des cochons,
il y a des qui vont se reproduire. Hein? Les animaux se reproduisent, donc ça l'augmente comme naturellement, mais rapidement. Et des bœufs. Donc, dès le début, ils vont avoir des bœufs. Ensuite, ils vont acquérir des vaches laitières de plus en plus jusqu'en 1918, mais ils les achètent à l'automne. OK, faut que je réfléchisse. Ils les achètent au printemps, puis ils les vendent à l'automne. Ils les tuent à l'automne. Donc, c'est ça, jusqu'en 1918, où là, ils vont décider de les garder toute l'année puis de prendre en charge tout le processus d'élevage. Donc, il va y avoir une reproduction à la ferme. Ensuite, ils vont vivre à la ferme. Et puis, ça permet d'avoir une meilleure production, de mieux contrôler tous les aspects de la production. Et puis, ça permet d'être autonome. Donc, tous ces produits-là, donc les plantes qui sont poussées, les animaux, vont être consommés sur place, comme on a vu. Il y a aussi le surplus de fourrage qui sont vendus aux agriculteurs de la région puis à des grossistes. Donc, on consomme sur la ferme, des légumes, du lard, des abats, des œufs, des volailles, du lait, le bœuf, le veau, les produits de boulangerie. Les cochons sont élevés pour nourrir les bénéficiaires. Quand la population augmente, on construit une nouvelle porcherie. 200 cochons, ça sert à acheter le lard qui, dans le fond, leur fait sauver 30 000 livres par année parce qu'ils n'ont pas besoin d'acheter du lard. Et puis, ce qui est bien avec les cochons, c'est qu'ils peuvent manger les déchets de table. Donc, ils sont nourris uniquement avec les déchets de table de l'hôpital. Donc, on évite le gaspillage alimentaire. Et puis, en 1958, on a 10 à 12 porcs abattus par semaine seulement pour l'hôpital. Ça, c'est pour donner une idée de l'augmentation de la production. Donc, ça l'explose vraiment, là. Ça l'augmente rapidement, puis ça l'explose jusqu'à devenir un nombre assez astronomique de 19 840 douzaines d'œufs et 17 309 livres de poulet par année en 1940. Ça, c'est pour montrer que l'autonomie alimentaire, c'était une autre pratique qui était courante là, pour les religieuses de l'époque, les religieux aussi d'ailleurs, comme les Augustines de l'Hôpital général de Québec, qui construisent ces serres-là dans le quartier Saint-Sauveur, qui ont été là pendant plus de 80 ans. Et puis qui faisaient pousser des raisins, des poires, des pêches, des fraises, des figues, des citrons et même des bananes. Oups, j'ai de la misère. Donc, ça, c'est les endroits où les aliments étaient consommés, le réfectoire des femmes. Donc, il y a 2 pavillons là, pour les patients, 2 pavillons principaux, un pour les femmes, un pour les hommes. Donc, ça, c'est vraiment là, au début, en 1899. Des belles photos. Les hommes. Donc, on voit qu'il y a quand même une attention qui est donnée à l'aspect des pièces, de l'environnement, des gens, pour que ça soit digne. Ça, c'est la cuisine en 1949. On voit à l'avant-plan M. Philippe Leblanc, le chef, qui a été là pendant longtemps, si j'ai bien compris. Ça fait partie d'un album souvenir
parce que voyons, j'ai vraiment de la misère. L'asile de Beauport a été fondé en 1849. C'était privé au début. Je vais finir par l'avoir, je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi il ne veut rien savoir de... OK. Ouf! Fait que ça, c'est des aliments qui sont consommés pour un repas en 1949. Tout ça. En 1939, l'hôpital brûle. On peut dire que c'est un peu la fin d'une époque. Pas juste à cause de l'incendie, mais aussi parce qu'il va y avoir vraiment un tournant au niveau des forces. Donc, on a vu qu'il y avait les forces du communautaire, du social, puis les forces du système capitaliste. Et puis, jusqu'à présent, les forces du communautaire dominaient. Et à partir de cette année-là, les forces du capitalisme vont commencer à dominer. Dans le fond, c'est que les sœurs vont prendre des décisions qui vont de plus en plus dans le sens de la rentabilité pour réussir à arriver financièrement. Donc, ce n'est pas pour blâmer leurs décisions, mais c'est qu'ils n'avaient pas le choix dans un sens, ou en tout cas, ils sentaient qu'ils n'avaient pas le choix parce qu'il n'y avait pas assez de financement public. Donc, il fallait qu'ils trouvent un moyen d'être rentables. Donc, à partir de ce moment-là, l'agriculture va commencer à s'industrialiser de plus en plus. C'est aussi un courant qui est à travers tout le Québec. Donc, ce qui se passe, les transformations qui vont avoir lieu sur la ferme SMA vont être le miroir des transformations à travers le Québec, dans le domaine de l'agriculture et puis aussi de l'aménagement du paysage. Le tracteur, excusez, j'essaie de reconfigurer mon affaire. Le tracteur et la planteuse de pommes de terre en 1950. Donc, la mécanisation. Ça, c'est la production pour la fin des années 50. Donc, c'est assez impressionnant. On a aussi la consommation. Donc, on consomme 2772 M2, etc. À partir des années 60-70, on abandonne l'élevage des cochons et des volailles parce qu'il y a de plus en plus de développement résidentiel autour. Donc, les gens se plaignent des odeurs, ça devient incompatible. Je vais utiliser l'exemple du lait pour montrer un peu l'évolution de l'agriculture, de la production, de la consommation à la ferme. Donc, on a vu qu'il y avait des vaches dès le début. Donc, évidemment, on produit du lait. À partir de 1926, la pasteurisation est obligatoire. Ce que ça fait, c'est que les sœurs ne sont plus en mesure de vendre leur lait aux gens de la communauté autour parce que le transport devient trop cher avec la pasteurisation. Donc, cette réglementation-là, cette contrainte-là, fait en sorte que les sœurs ne peuvent plus vendre leur lait aux gens des alentours. Donc, ils vont continuer à produire, mais pour les gens de l'hôpital, les religieuses, les employés, les patients. En 1960, on produit 1,5 million de livres de lait. Il va monter à 2 millions en 1981. Oups. Donc, le cheptel de bœuf augmente rapidement.
On augmente beaucoup la production. On met beaucoup le focus sur cette production-là. Au début des années 80, c'est une des fermes laitières les plus productives au Québec. Donc, la moyenne de lait par vache est nettement plus élevée que celle, pas la moyenne, mais le nombre de livres de lait par vache est nettement plus élevé que la moyenne provinciale. Ils vont aussi recevoir 2 médailles agricoles. Donc, en 1988 et en 1983, ils vont recevoir la médaille du mérite agricole. Parce que c'est une ferme très productive. Dans les années 80, on valorise beaucoup la quantité produite. Mais ce qui arrive, c'est qu'en 1973, il va y avoir une nouvelle réglementation sur l'approvisionnement des hôpitaux. Ça va faire que les sœurs ne vont plus avoir le droit de nourrir la communauté avec les aliments qui sont produits sur place. En plus, il y a la séparation de l'hôpital puis de la ferme. Donc, on est dans les années de la désinstitutionnalisation. Et donc, les patients qui étaient internés dans les hôpitaux psychiatriques sont de plus en plus pris en charge par des organismes à l'extérieur pour pouvoir être intégrés dans la société. Et puis, donc, à ce moment-là, l'hôpital va se séparer de la ferme, premièrement, puis ensuite, il va y avoir encore plus de distance qui va être créée par des arrangements là, administratifs. Et puis, parallèlement, dans le fond, toutes les grandes cultures, au lieu de servir les gens, de servir à nourrir les gens de l'hôpital, servent maintenant à nourrir les bestiaux. Donc, je vais attendre avant de changer ma slide, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, à ce moment-là, les terres, presque toutes les terres, sont utilisées pour faire des céréales, sont utilisées pour nourrir les bestiaux qui font du lait. Et puis, le lait ne peut plus être utilisé pour nourrir les gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve avec une grande production de lait qui ne sert à rien. Donc, on décide, on a l'idée, 10 ans plus tard, de transformer le lait en fromage, de faire une fromagerie. Donc là, ça va demander toutes sortes de permis. Ça va être compliqué. Ça va coûter cher aussi. C'est des infrastructures qu'on doit construire pour faire du lait, pour faire du fromage, pardon, avec le lait. Puis là, on dit, on va commercialiser le fromage. Donc là, on va faire de l'argent. Donc, ça va être bon parce qu'on a besoin d'argent. Donc, puis en plus, on va pouvoir faire perdurer la mission éducative parce qu'ils vont faire un genre c'est une ferme en ville qui appelle pour montrer comment est produit le fromage de A à Z. Donc, de l'élevage des bestiaux, de la naissance des bestiaux à la vente du fromage. Donc, c'est une idée qui n'était pas pour nourrir les gens, puisqu'on ne pouvait pas, mais pour faire de l'argent. Qui demandait beaucoup d'investissement, de commercialisation. On produit en 2006 plus d'1 million, c'est-à-dire que plus d'1 million de litres de lait sont transformés en fromage, puis on produit plus de 100 000 kilos de fromage en 2006. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions avant que je continue? En fait, on pourrait, je vais prendre les questions s'il y en a, puis on pourrait peut-être prendre une petite pause. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis une fan de prendre des petites pauses de 5 minutes pour s'aérer l'esprit un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions, premièrement? Je vais arrêter le partage parce que là, je ne peux pas voir grand-chose. Oui, on a une question de Mao.
Oui, c'est Mauricio. Salut, ça va? Je va suis en bien. bus, donc ça se peut qu'il y a un peu vrai, mais te demander une stratégie de commercialisation, qui a été prise en charge aussi par les sœurs ou il y avait des dynamiques qui se sont établies justement à l'intérieur de la ville pour commercialiser leurs produits. Est-ce que ça restait au niveau de la ville ou ça allait aussi ailleurs dans le travail? Je m'excuse, j'entends pas bien. Est-ce que je suis toute seule à pas bien m'entendre? Oui, je sais que si au niveau de la production de fromage, c'était, ils se sont associés avec d'autres organismes à la ville de Québec. C'était vraiment une initiative qui était gérée à 100% par les sœurs. Oh non, c'était géré par les sœurs. Vraiment. Donc, les sœurs, à partir de 1984, contrôlent entièrement la ferme. Donc, c'est vraiment elles qui vont mettre ce projet-là sur pied puis le gérer de façon autonome. D'accord. Merci, Mauricio. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Parfait. Je pense qu'on va continuer encore quelques minutes. On va avoir bientôt l'intervention de Mme Louise Simon de la Tomate Joyeuse, si elle se joint à nous. Donc, elle m'avait dit qu'elle se joindrait à 19h45, donc ça ne devrait pas tarder. Je vais repartager. OK. Donc, en même temps que l'agriculture est de plus en plus industrialisée, il y a un autre phénomène qui est que il y a le paysage se transforme énormément, notamment avec des projets routiers et résidentiels et commerciaux. Donc, beaucoup de construction. Dans le fond, c'est un phénomène de banlieusisation. Annie, tu peux me corriger. Le paysage agricole se transforme en banlieue. Parfait, Ariane. OK. Ici, c'est le plan de l'hôpital en 1940 quelques. Juste pour le fun. On voit que c'est quand même assez complexe. Donc, ça, c'est une nouvelle hôpital, dans le fond, qui est construit après l'incendie. En 1948. Ici, en 1944, on voit des enfants qui se baignent dans un ruisseau. C'est pas à Saint-Michel-Archange, c'est à Beauport, mais c'est le même phénomène. Donc, ces ruisseaux-là vont être enterrés sous le béton. Les rivières. Oups. En 1940, la construction du boulevard Sainte-Anne va couper les terres. Je vais juste vérifier dans ma brochure pour être sûr que je ne me trompe pas. Moi, je n'ai pas d'auto, fait que les routes, là, c'est pas ma force. Oui, donc, OK. Le boulevard Sainte-Anne, dans les années 40, on voit l'hôpital en arrière. La 22e rue, dans les années 60. En fait, c'est les années 50, je m'excuse. Et puis, ça va couper les terres. Ça, c'est en 62, le centre d'achat qui est construit juste devant l'hôpital. On peut voir les développements résidentiels. On peut voir la bâtisse, qui est maintenant la bâtisse du CIUS, je pense, en haut à droite.
L'autoroute de la capitale, dans les années 70. Donc, il y a un extrait d'un journal qui dit depuis fort longtemps, les automobilistes québécois ont maugré contre les embouteillages et l'absence. Non, c'est pas ça, je m'excuse. Mais en tout cas, je peux quand même le lire. Et l'absence très complète d'un vaste réseau routier adéquat. Donc, on construit cette autoroute qui fractionne les terres vraiment définitivement. C'est cette citation-là que je voulais lire. C'est les administrations ont changé tant au municipal qu'au provincial et au fédéral. Et de nouvelles routes sont venues combler les grands espaces verts qui donnaient aux villes de la banlieue québécoise l'aspect d'une véritable campagne. Ajoute l'article illustré par des photos de viaducs et de portions de voies rapides au beau milieu des champs. Donc, on ne voulait plus voir la campagne, on voulait voir la banlieue. Donc, on a construit une immense autoroute. Et la cerise sur le sundae, l'autoroute du Frein-Montmorency dans les années 70, qui coupe l'accès au fleuve. Une autre photo des galeries avec beaucoup d'autos. En 1989. Donc là, on voit, c'est intéressant cette photo-là parce qu'on voit vraiment qu'il y a un patchwork de fonctions de l'aménagement des territoires. Donc, on a une fonction commerciale, là, vraiment avec des grands centres d'achat, la fonction résidentielle à droite, puis la fonction agricole en haut. C'est assez inusité, je trouve. Je pense que c'est assez inusité, là, objectivement. À partir des années 60, il y a aussi la mission sociale qui se transforme. Dans le fond, c'est qu'elle va prendre de moins en moins d'importance dans le projet de la ferme SMA. Parce que notamment, il y a à cause de la séparation de la ferme puis de l'hôpital, qui fait que les gens de l'hôpital vont moins être référés à la ferme facilement. Ça va être moins fluide moins intégré comme processus. Puis, il y a le fait que la fromagerie, ça demande un travail qui est mécanisé. Donc, il faut avoir des employés qui sont formés. La MAPAC exige ça. Donc, la réglementation fait en sorte qu'on ne peut pas utiliser les patients pour faire le fromage. Donc, les patients vont continuer d'être utilisés, pas d'être utilisés, mais de travailler dans les serres, notamment à l'étable aussi, mais dans les serres. Fait que ça va continuer à se définir comme une ferme d'insertion sociale. Les patients sont référés par l'hôpital, même si l'hôpital devient laïque. Et puis, les organismes, plus tard, ça va être par les organismes communautaires qui vont référer les patients pour travailler sur la ferme. On va faire une petite pause de 5 minutes. Puis là, je vais départager, voir si Mme Simon est arrivée. Fait que si Mme Simon est arrivée, on va faire un petit quelques minutes là, à parler du jardin collectif La Tomate Joyeuse, qui est un jardin, c'est un projet super intéressant, qui est un projet tout aussi pionnier que celui des Sœurs, et puis qui est né sur les Sœurs de la Charité, qui est encore viable aujourd'hui. Donc, on se revoit à 20h05.
OK, on revient, on est là. On n'a pas notre intervenant. Donc, je suis un peu déçue. Mais je vais m'en remettre. Je pense que vous allez vous en remettre aussi. Fait qu'on va passer sur ce point. De toute façon, c'était pas c'était vraiment comme un interlude, là. C'était pas important. C'était pas nécessaire pour raconter l'histoire de parler des jardins collectifs. Mais ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est parler de comment les critères pour un projet viable ont été appliqués sur les terres des Sœurs de la Charité dans le projet de la ferme SMA. Donc, les 5 critères, le premier, c'est de favoriser la biodiversité. Donc, qu'est-ce que les Sœurs ont fait pour faire ça? Est-ce que ça vous tente de répondre? Oui, Isabelle. Je prends une chance sans trop savoir. Donc, je suppose peut-être qu'elles avaient planté des fleurs, installé des ruches, peut-être justement là, choisi des différents types d'animaux qui interagissaient les uns avec les autres. Donc, c'est ma première partie de réponse. Merci, mais c'est ça. Mais je ne sais pas s'il y avait des ruches. C'est une bonne question. Les fleurs, non plus. Je sais qu'il y avait des fleurs dans les serres des Augustines. Donc, ça se peut. Mais on a vu qu'il y avait donc 28 variétés de légumes, de légumineuses, de grains. Et puis, des cochons, des poules, des bœufs. Donc, c'était toute la variété, dans le fond, de la production agricole de l'époque. Il pouvait difficilement faire plus que ça à l'époque. Peut-être qu'il aurait pu faire des ruches. Ensuite, le deuxième critère, c'est l'inclusion sociale. Qu'est-ce que les Sœurs ont fait pour appliquer l'inclusion sociale dans leur projet? C'est une question facile. C'est toutes les réponses sont dans ce que j'ai dit. Isabelle, toujours partante pour j'ai pas levé ma main. Là, je vais laisser la chance aux autres de répondre. J'ai juste réouvert ma caméra. Je ouvert le micro puis la caméra. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Je n'ai pas entendu la question, désolé. Comment les Sœurs ont appliqué le critère de l'inclusion sociale dans le projet de la ferme SMA? Par les volets de santé principalement, avec des patients qui sont aidés par l'implantation d'un système de traitement qui était original à l'époque, avant-gardiste même. Ça n'est un, mais sinon, juste le fait d'inclure l'agriculture comme objectif de développement économique, mais aussi social, c'était aussi très, très avant-gardiste. Effectivement. Dominique, est-ce que tu voulais ajouter un élément de réponse? Non, mais bon. Non. Peut-être les cours, l'éducation aux jeunes filles bourgeoises. Oui. Ça peut être plus le critère de l'éducation que le critère de l'inclusion sociale, mais néanmoins. Oui, c'est vrai. Mais non, mais Dominique, ça vient de m'arriver, ça vient de me popper que ça l'aidait quand même les femmes à s'inclure. Donc, les femmes de milieu aisé à s'inclure dans leur propre milieu. Donc, d'être capable d'avoir une conversation dans un salon, par exemple. C'était ça l'idée là, de leur apprendre les sciences. Oui,
Fait que c'est ça, la mission d'inclusion sociale de la ferme, c'était de faire travailler les patients, donc sur la ferme, ils collaborent ensemble. C'est sûr qu'il y a eu des dérapages où les patients étaient mal payés et puis qui étaient traités d'une manière, là, si on veut, gestionnaire. Donc, pour qu'ils produisent, que l'accent était mis sur la production. Donc, c'est ça qui arrive quand on met l'importance là, sur les profits plutôt que sur la mission. Le troisième critère, c'est de nourrir la population, puis de répondre aux besoins, dans le fond, de la communauté. Donc, qu'est-ce que les sœurs, comment le projet de la ferme SMA répond à ce critère-là? Ben, la ferme SMA, déjà, on parle du concept d'autonomie alimentaire, donc c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, mais l'autonomie alimentaire, c'était dans l'esprit justement de garantir leur alimentation aux patients. Donc, déjà, on peut comprendre ta question de ce point de vue-là. Absolument. C'est ça. Donc, l'autonomie alimentaire qui était un objectif des communautés religieuses de l'époque. Si on parle, mettons, des hôpitaux, les hôpitaux en ville qui ont été fondés par les religieux, les communautés religieuses, il y a toujours une cour intérieure. Donc, l'hôpital est fait comme ça. Puis, il y a un espace à l'intérieur. Ça, cet espace-là est utilisé pour produire des aliments. Donc, c'est très important pour les communautés religieuses d'être autonomes au niveau de l'alimentation. Puis pour ça, ils faisaient de l'agriculture urbaine productive à petite ou à grande échelle. Le quatrième critère, c'est le fait d'être démocratique. Ça, c'est un critère qui n'est pas appliqué par les sœurs. Les sœurs, c'est l'Église catholique. Donc, c'est la religion la plus hiérarchique au monde. Et puis, il s'est basé sur ce que le pape dit. On sait, il y a tout un élément, une grande importance sur la hiérarchie dans l'Église catholique, les évêques, les prêtres, etc. Mais cela dit, les sœurs ont beaucoup plus d'autonomie en Amérique qu'en Europe, puis elles vont essayer d'avoir de l'autonomie. Donc, ça fait que ça va augmenter la voix des femmes dans la société. Donc, il y a quand même une augmentation de la démocratie, si on veut, ou de l'égalité sociale, je dirais, quand les femmes prennent du pouvoir puis de l'autonomie. C'est quelque chose qu'on peut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à dire sur l'aspect démocratique? Oui, peut-être démocratie pour les femmes à plusieurs niveaux, au niveau du travail, mais au niveau aussi économique, parce que déjà, gérer une entreprise comme une ferme à l'emploi que cela a eu à l'époque, c'était quand même très nouveau. Oui. Peut-être, dans le fond, quand l'institution est devenue laïque, il est devenu plus démocratique. L'hôpital, peut-être, mais pas la ferme, parce que la ferme est restée dans les mains des sœurs. Ouais. Avant, c'était une gestion commune, mais à partir de 1984, c'est complètement séparé, puis les sœurs ont pris toute la gestion de la ferme. Ce que j'ai observé dans ce que tu disais, c'est que, dans le fond, à part la démocratie, la plupart des critères que tu mentionnes étaient respectés par les sœurs presque depuis le début. Et c'est à mesure que ça avançait dans le temps que tous ces critères-là tombaient les uns après les autres. Oui, c'est exactement ça le message. C'est que les critères diminuent et puis la rentabilité, l'importance de la rentabilité, puis l'importance donnée à la transformation du paysage, ce que moi j'appelle là, dans mon jargon d'historienne, la civilisation du paysage, c'est de rendre le paysage humain au lieu d'être sauvage, mais humain, c'est
c'est une façon de voir que l'humain doit contrôler la nature. Fait que le paysage est de plus en plus contrôlé, puis l'agriculture est de plus en plus industrielle, de plus en plus capitaliste. En fond, tout ça, c'est des aspects du capitalisme. Fait que Mais oui. Ce qui est un peu paradoxal, je le dis juste comme ça, c'est que c'est un petit peu comme si les critères qui ne sont pas, à part celui qui est démocratique, c'est qu'à mesure que la société se démocratise, les autres critères prennent le bord. Est-ce qu'on peut le penser comme ça? Ben, je dirais pas ça parce que la société est de plus en plus capitaliste. Les forces de capitalisme sont de plus en plus fortes, mais on pourrait dire aussi que les forces communautaires sont de plus en plus fortes. Puis ça parce que les deux s'opposent. Donc, plus la répression est forte, plus la résistance est forte. C'est des dynamiques. Donc là, on pourrait dire qu'en ce moment, la société est à la fois plus démocratique et moins démocratique. Donc, c'est pour ça que là, pour le projet d'Agroparc, ben, il y a ben des options. On peut aller vraiment dans l'industriel, dans le profit pour les entreprises qui dominent complètement la société d'un point de vue économique, ou on peut aller vraiment dans un projet qui répond aux 5 critères encore plus que la ferme SMA, parce qu'on a évolué dans ce sens-là aussi. Fait que merci pour vos interventions. C'était une belle discussion. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant qu'on continue pour conclure cette conférence? Oui, c'est sûr que le projet Agroparc, il doit être inscrit dans une dynamique d'intégration sociale à plusieurs niveaux, pas juste des populations locales, mais au-delà de la ville, probablement, puis de la communauté métropolitaine de Québec. Puis dans ce sens-là, il faut faire appel justement à ces notions qu'au départ, on était à la base de la construction de ces projets des Sœurs de la Charité. Donc, c'était juste pour réaffirmer ce que tu viens de dire dans d'autres mots. Rien. Merci, Mauricio. Ça fait un beau wrap-up. Mais là, toi, tu as partagé mon... Oh, oui. Est-ce qu'Isabelle parlait? Est-ce que tu as des nouvelles? Je sais que tu étais en contact un peu avec... Donc, on continue? Parfait. Ben, ouais, mais pour l'Agroparc, là, il y a la première rencontre là, de la table de concertation le 23 janvier. On a des informations au compte-gouttes. Je ne sais pas si Isabelle est plus informée que moi, mais pas convaincue. Non, pas réellement. En fait, nous aussi, là, il y a des choses qui se passent là, à la maison généraliste. Là. Ça bouge un petit peu plus à la maison généraliste que sur les terres en tant que telles, mais j'ai une rencontre prochainement avec Jean-François Simard. Ça fait partie des points que je veux discuter avec lui. Ah, ben, c'est intéressant parce que la maison généraliste appartient encore aux sœurs, là, pour que tout le monde comprenne le contexte. Donc, la maison, puis une petite portion autour de la maison appartient encore aux sœurs. Donc, là, je pense qu'il y a un projet là, qui va être mis en place. Là. En fait, j'ai entendu parler que c'était par rapport à une maison pour aînés, ou je ne sais pas trop. Logement social. Donc, les sœurs veulent continuer avec leur mission là, communautaire et elles aimeraient là, dans le segment qui est plus dans la portion de derrière, là, la grande aile en arrière, plus au nord, faire du logement social. Alors, il y a différentes considérations. Là. Il y a le patrimoine, il y a la réglementation existante. Donc, ça chemine, ce dossier-là. C'est super intéressant. Ça fait un super bel ajout là, à projet agricole d'avoir du logement. C'est sûr que c'est un grand besoin dans ce secteur. Ben partout, mais merci pour les informations. C'est le fun. Donc, malgré tout, la mission continue pour les sœurs. Donc, ils vont trouver le moyen
de continuer à inclure les gens socialement. Puis, la mission éducative aussi, là, qui a beaucoup d'importance. Les partenariats avec les cégeps, les universités, les étudiants vont faire leur stage sur la ferme. Aussi, la ferme s'identifie, là, comme je disais tantôt, comme une ferme en ville. Donc, c'est un concept là, agro-touristique, dans le fond, parce que un projet agricole comme ça en pleine ville, ça permet aux résidents urbains, aux urbains, d'avoir accès à l'agriculture facilement, ce qui est pas toujours le cas. Donc, c'est un projet là, agro-touristique dans les années 2000. Les gens peuvent aller visiter la fromagerie, donc voir le processus de fabrication du fromage à toutes les étapes. Et puis, ils peuvent visiter des serres, puis un potager expérimental, donc où il y a des variétés là, spéciales qui sont cultivées, des légumes rares et oubliés. Mais malheureusement, là, on a vu que toute la production est centrée sur le fromage. Donc, c'est vraiment là, une production qui n'est pas diversifiée. Et puis ça fait que ça fait des organisations qui ne sont pas résilientes quand il n'y a pas une diversité économique. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver imprévues, ce qui arrive souvent, et qui font que ça provoque une crise très, très grave. Donc là, ce qui va arriver, c'est que les sœurs ne sont pas capables de se débarrasser du lactosérum, qui est un produit, là, dans le fond, quand on fait du beurre, là, le gras va d'un bord, puis le lactosérum, c'est le petit lait, va de l'autre. Donc ça, ils doivent s'en débarrasser, puis ça coûte trop cher. Et puis, c'est assez absurde, considérant que aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les épiceries, le beurre tabarouette, c'est du beurre qui est fait avec du lactosérum. Il est moins cher que le vrai beurre, puis ça goûte super bon. On peut faire plein de... Oups, pourquoi ça l'a... Pourquoi c'est en pause? Ah, OK, c'est parce que j'ai une application qui s'ouvre tout le temps. C'est bien fatigant. Comment je fais pour le déposer? Je m'excuse. Je vais arrêter le partage, puis je vais le refaire. Donc, à l'époque, on n'avait pas l'idée de l'économie circulaire. Donc, au lieu d'avoir des idées de qu'est-ce qu'on peut faire avec le lactosérum, parce qu'on peut faire plein de choses avec ça, mais on s'est retrouvé dans une impasse. Et finalement, après de longues et ardues discussions, réflexions, études, etc., ils ont mis fin à leurs activités en 2008 parce qu'ils ne réussissaient pas à rentrer dans leur argent avec toutes les dépenses qu'il y avait eues pour la fromagerie. Malgré le fait que la commercialisation du fromage allait très bien. On avait développé plein de sortes de fromages. Puis il y avait une bonne clientèle, plein de gens qui témoignent aujourd'hui de leur plaisir d'aller à cette ferme-là, acheter du fromage, parce que c'est quand même récent. Ça, c'est un extrait de la brochure, là. Si vous voulez consulter la brochure, c'est sur le site des Amis de la Terre, le site Internet. Vous pouvez aller dans la section médiathèque, puis cliquer sur brochure d'éducation populaire, je pense. C'est un fond rose avec une pousse, là. Oups. OK.
Donc là, comme on a vu, pendant que l'autosuffisance baisse, la diversité baisse, l'inclusion baisse, l'industrialisation augmente. Ça, on le voit plus dans la brochure que la superficie des terres augmente également. Puis les contraintes réglementaires augmentent. Et puis, ça fait en sorte que ça mène à la faillite. Donc, c'est un miroir des transformations là, ailleurs au Québec en agriculture. Donc, c'est la fin de cette conférence. Je trouve ça super intéressant, la discussion qu'on a eue, parce que je n'ai même pas besoin de faire une conclusion. Vous avez tout exprimé le message. Fait que je trouve ça vraiment super. Fait que merci beaucoup, mais je vais prendre les questions ou les interventions. Maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? Mais il y a une chose qui m'a frappé, c'est que c'est dans les années 80 qu'ils ont gagné leur prix. Oui. Et si j'ai bien compris, dans ces années-là, ils produisaient seulement de la nourriture pour les animaux. Est-ce que c'est exact? Pas seulement, mais c'était la grosse partie là, de la production qui était destinée à nourrir le bétail. Mais Donc, le prix qu'ils ont gagné, c'est spécifiquement pour la production de lait. Donc, toutes les énergies ou presque étaient mises dans cette production-là. Donc, c'est ça qui leur a permis d'être aussi compétitifs. OK. Donc, c'était relativement la production. Okay. Oui. Puis donc, les critères pour gagner ces prix-là n'étaient pas de nourrir la communauté ou d'inclure socialement. Effectivement. J'avais une question pour toi, peut-être après nous avoir partagé cette histoire, c'est ton point de vue. Est-ce que toutes ces valeurs, ces 5 valeurs qui ont été mobilisées par les sœurs, dans ta vision, doivent encadrer comment les projets parcs agricoles? Merci pour cette question. Effectivement, c'est ce que je pense. On a discuté de ça dans la 2e assemblée de notre démarche de concertation. Donc, on a commencé là, une démarche de concertation parallèlement à celle du gouvernement pour essayer d'amener le plus d'acteurs possible dans la discussion et puis de développer une vision commune d'un projet pour la communauté, puis par la communauté. Donc, un projet qui répond à ces 5 critères-là. Donc là, on a la 2e assemblée. On était là, plusieurs acteurs du système alimentaire, des citoyens, toutes différentes sortes d'acteurs. Et puis, on s'est entendu sur 4 des 5 critères. Puis, le critère qu'on ne s'est pas vraiment entendu encore, c'est celui de la biodiversité parce que les gens disaient il faut élargir ça. Il faut dire, on veut une agriculture qui protège l'environnement. Fait que c'est pas juste la biodiversité, mais c'est aussi protéger l'eau, les arbres, de protéger les écosystèmes dans leur ensemble. Fait que la biodiversité, c'est un aspect important, mais c'est pas le seul aspect. Donc, c'est ça qui a été soulevé là, dans l'Assemblée. Fait que les 5 critères, mais avec le critère de l'environnemental plus large. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ben, j'aimerais juste savoir, là, on se rencontre après les fêtes. Est-ce que c'est quelle suite qu'on peut espérer à ça? Les suites, Dominique, est-ce que tu parles de la démarche ou de la ferme SMA? De ta démarche, puis
de toute façon, ça concerne la firme, de toute façon. Oui, merci Dominique. Je vais parler de ce qui s'en vient. On a eu notre première rencontre ce matin du comité de pilotage de notre démarche. Donc là, on a parlé de ce qui s'en vient, justement. Donc là, on a décidé de 4 actions principales. Dans la première, ça va être les assemblées qu'on a déjà commencé. Les assemblées, c'est comme une démarche participative pour arriver finalement à un plan d'action, mais on va commencer par faire un portrait, donc du système alimentaire à différentes échelles. Après ça, on va en sortir un diagnostic collectivement. Qu'est-ce qu'on veut pour notre système alimentaire, pour l'améliorer, ce qui existe déjà. Fait que ça, c'est l'aspect concertation. Ensuite, on va avoir des activités thématiques. Donc, on va parler de différents thèmes dans des panels, des balados, conférences, ateliers sur différents thèmes. Donc, il va y avoir l'agroécologie, qui est une façon de voir l'agriculture, que ce soit relié à l'environnement puis à la communauté. Il va y avoir le thème de la gestion collective, donc comment faire un projet qui est démocratique pour ne pas répéter l'erreur des sorts de la charité. Puis, d'autres thèmes là, qui sont pertinents. Ensuite, il va y avoir une autre étape où là, ça va être la consultation publique auprès des citoyens. Donc, après la concertation, la table de concertation qu'il y a là en ce moment, le gouvernement va lancer des consultations publiques où tout le monde va être appelé à participer. Donc, à ce moment-là, on va faire des assemblées de cuisine. Donc, les gens vont pouvoir organiser des assemblées chez eux où on va se pointer puis prendre les idées des gens, les noter, les transférer, là, les diffuser. Puis, on va offrir de l'aide aux gens pour se préparer, pour participer aux consultations. Donc, expliquer comment participer, je ne sais pas exactement quoi, mais puis diffuser là, les consultations le plus possible pour faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui participent aux consultations publiques. Fait que c'est ça. Fait que là, on a notre assemblée numéro 3 le 31 janvier. En Zoom? Oui, qui est un événement événement Facebook. On va continuer de Facebook. discuter par rapport au pilier? Pardon? Est-ce qu'on va continuer? Le sujet de cette rencontre-là, c'est? C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, les activités. Puis, on va aussi parler de comment on s'organise. Donc, on va créer des comités. Là, on a déjà un comité, mais on va essayer de créer des comités pour les activités, puis un comité pour faire le portrait du système alimentaire, puis potentiellement un comité pour le financement. Donc, ça va nous donner du matériel pour les consultations aux citoyens. C'est ça. Ça va enrichir la réflexion collective. Puis, c'est un des objectifs d'outiller les citoyens pour qu'ils participent aux consultations. Un autre objectif, c'est de construire une vision commune, puis de communiquer cette vision-là à la gouvernance du projet d'Agroparc, dans le fond, aux acteurs qui sont impliqués dans le projet d'Agroparc, pour que ça l'influence le projet, de la façon dont ça va être conçu. Donc, c'est un but politique. Parfait. Donc, c'est un petit peu pour ça que Mme Roy est là. Vous êtes de la ville, j'imagine, Mme Roy? On ne vous entend pas, madame? Oui, je suis la conseillère municipale du district de Robert-Giffard, donc où se trouvent les terres des Sœurs de la Charité. Et puis, c'est un dossier que je suis là, depuis avant la politique, donc très, très heureuse du plus récent dénouement. J'aimerais vous rassurer, ceux qui se demandent là, qu'est-ce qui va se passer avec les consultations. C'est sûr que la Ville va recevoir le mandat des consultations publiques là, du gouvernement et puis les citoyens vont être au cœur de cette démarche-là. Donc,
Oui, on l'a vu. Je suis supposée être couchée à cette heure-là, mais c'est ma prochaine étape. Ouais. Donc, c'est vraiment une consultation qui va avoir lieu. Évidemment, tout ça va prendre un petit peu de temps à s'articuler, là, mais je trouve intéressante votre approche, Ariane, dans la mesure où vous allez déjà faire un grand débroussaillage, une grande tempête d'idées, puis arriver avec des choses, justement, vous allez pouvoir canaliser des idées là, et des suggestions qui sont très, très concrètes et qui reviennent systématiquement de différents citoyens. Donc, j'appuie votre démarche et puis vous pouvez compter sur mon appui justement dans ce beau grand projet là, qui va changer la phase de ces terres-là. En fait, qui va conserver la vocation, mais qui va quand même permettre un développement intéressant. Donc, Les attends pour quand, ces consultations-là? Ben, c'est difficile, on n'a pas encore de date de fixer. Comme je vous dis, là, je vais aller aux nouvelles avec le député là, de Montmorency, M. Simard. Okay. Et puis, voilà, c'est mon intermédiaire ici à Beauport. Donc, je vais aller aux nouvelles, puis je vous les partagerai lorsque j'en aurai, mais pour le moment, je n'en ai point. Nous aussi, on a l'information qu'on doit. Bon. Donc, personnellement, je dois vous laisser pour des raisons familiales, mais merci beaucoup, Ariane. Ah oui? Merci, Vous Isabelle. êtes bonne nuit au petit bonhomme. Oui, c'est ça. L'important sur son timing. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup d'être venu. Oui, merci, donc, Ariane. ouais. Fait qu'on va recevoir des nouvelles de la prochaine réunion. Le 31 janvier à 19h, c'est sur la page Facebook, un projet agricole viable sur les terres de Sort-de-la-Charité. L'événement est là. Sinon, on envoie le courriel demain. Si jamais vous voulez là, être tenu au courant de ceux qui ne sont pas déjà inscrits sur la liste de diffusion, vous pouvez mettre votre courriel dans les commentaires. Là, je vois que j'ai des commentaires écrits. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu ton courriel, donc je vais continuer de le recevoir. C'est parfait. Écoutez à votre tarte, c'est vraiment drôle, ça. Excusez, je viens de voir les commentaires. Ça n'a pas rapport. C'est juste, je viens de voir quelqu'un parler d'une tarte. Oui, OK. Ah, il a gagné un concours de tarte à Beauport. OK. Je m'excuse. Qu'est-ce qui se dit, là? C'est drôle. Oui, bon, ben, c'est ça. Ça fait qu'on va se dire au 31 janvier, c'est bien ce que tu as dit? Le 31 janvier à 19h. Parfait. Salut, salut. Bye. Ariane, est-ce que tu comptais partager la présentation que tu nous as faite ou je vois qu'elle est enregistrée aussi. Est-ce que ça va être difficile quelque part ou pas? Oui, on va envoyer ça demain avec l'invitation pour l'Assemblée 3. On va envoyer l'enregistrement de ce soir. Puis là, toi, ce que tu voudrais, c'est le PowerPoint. Peut-être, mais sinon... Ça pourrait être une bonne idée d'envoyer le PowerPoint en même temps. Ouais. Et sinon, je pourrais t'écrire un courrier là-dessus. Ben, merci, c'était fort intéressant. Puis moi, je vais être à Québec la semaine prochaine, donc... Oui, on se donne des nouvelles. D'accord. Super. Okay. Merci d'avoir été là. Oui, merci. Bye-bye, bonne soirée. Merci à tous d'avoir été là, à moins qu'il y ait d'autres commentaires. All right. Salut Annie, salut Cyprien. Merci à tout le monde. Bonne soirée.